Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de modérer ce débat ce soir avec les 4 intervenants qui sont avec moi. Sur ce sujet, notamment, Florian vient de décrire rapidement ce qu'est l'économie sociale et solidaire, qui porte en fait un projet différent, tant sur le plan démocratique que sur le mode d'entreprendre. On va en parler tout au long du débat, et qui pourrait être une voie différente, une voie tracée par l'Europe face au modèle chinois et au modèle américain, surtout dans ses formes actuelles. Et donc avec peut-être la possibilité de changer de paradigme, de proposer un autre paradigme dont nous allons discuter. Donc malheureusement, le modèle qui est porté par l'économie sociale et solidaire, on peut dire qu'en ce moment, le contexte n'est pas favorable, c'est moins qu'on puisse dire, tant au niveau européen, et on va y venir tout de suite, qu'au niveau français, avec des coupes budgétaires très importantes auprès de nombreux acteurs de cette économie sociale. Et donc la question, c'est à la fois de poser le contexte dans lequel on est, un contexte plutôt de régression face à des années antérieures beaucoup plus porteurs de ces modèles d'entreprendre différemment, mais également de voir aujourd'hui quel est l'apport en fait aussi de ce secteur, qu'est-ce qu'il permet de développer comme initiative absolument partout et pas que en France. La France, bien sûr, porte fortement ce modèle de l'ESS. Pour certains d'entre nous, je voulais juste en parler, nous revenons du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire à Bordeaux, qui a réuni quelques 10 000 personnes, et pas que françaises, venant du monde entier. Et nous étions quelques-uns à participer pendant ces 3 jours, et on en revient avec un supplément d'énergie. Voilà, donc je vais vous présenter peut-être dans l'ordre où je vais d'abord vous poser les questions. Donc je présente d'abord Michel, d'abord parce qu'il est le seul homme, et c'est assez rare qu'on ait un plateau, donc c'est pour ça que je lui passerai la parole en premier, mais aussi parce qu'il a une longue expérience européenne. Donc Michel, tu es économiste, référent des questions Europe au labo de l'ESS, donc qui est le think tank de l'ESS, et ancien haut fonctionnaire de la Commission européenne pendant 35 ans, plus de 30 ans, voilà. Mathilde Dupré, tu es économiste, co-directrice de l'Institut Veblen pour les réformes économiques. Je le dis parce qu'on ne connaît pas toujours l'intitulé complet de cet institut, ce think tank en fait, qui a été créé en 2010, si je ne me trompe pas, et qui œuvre pour la transition vers un mode de développement soutenable et écologiquement juste également. Donc Salima Chitalia, juste à ma droite, tu es chargée de projet senior Pour la solidarité, qui est un think tank européen indépendant, engagé en faveur d'une Europe solidaire à travers tout un réseau d'alliances dont tu vas nous parler dans très peu de temps. Et enfin, tout au bout là-bas, donc Carmen Paolone, enseignante et conseillère municipale à la ville de Strasbourg, et qui remplace Antoine Dubois de l'Eurométropole, vice-président, qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Mais voilà, je suis ravie de vous accueillir tous, et on va commencer tout de suite par essayer de camper le décor de la situation aujourd'hui dans laquelle on se trouve, à commencer par au niveau européen. Une Europe qu'on imaginait ou qu'on observait engagée dans ce modèle que je viens de décrire et qui a l'air d'être plutôt en mode régression. Comment, pourquoi on commence par ça, mais ça va devenir plus enthousiasmant ensuite. Oui, merci de l'invitation. Bon, c'est toujours un plaisir pour moi de parler d'Europe. J'ai passé, comme vous disiez, 35 ans à Bruxelles. Il faut me tutoyer, parce qu'on a fait un choix. Et en particulier, j'ai eu la responsabilité, c'était mon dernier poste, de la politique européenne d'économie sociale et solidaire. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle, il faut prendre un tout petit peu de recul temporel. C'est-à-dire, on a passé, dans la mandature précédente, une période, j'allais la qualifier d'euphorique, c'était presque le cas, parce que à la suite de l'influence de 2 commissaires, un commissaire luxembourgeois qui s'appelle Nicolas Schmit et d'un commissaire français, Thierry Breton, l'économie sociale et solidaire est devenue une politique à part entière de la Commission européenne. Ceci s'est fait au travers d'un plan d'action qui a été proposé en décembre de l'année 2021 par la Commission, qui contient
une quarantaine d'actions. Je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail de toutes ces actions, mais qui en gros permettaient d'apporter des solutions à toutes les contraintes que connaît l'économie sociale et solidaire. Donc, cette période a permis d'avancer énormément au niveau européen, mais également a eu un effet d'entraînement sur l'ensemble des pays, y compris pour la France. Changement de mandature. Maintenant, on est dans une nouvelle mandature, deuxième mandature de Van der Leyen, la présidente, et les choses ont commencé à se gripper. Alors, je ne veux pas faire du pessimisme, mais je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Les choses se sont grippées progressivement. C'est-à-dire que d'abord, quand les commissaires ont été nommés, sont nommés à partir de septembre, ils sont acceptés par le Parlement européen, ils reçoivent une lettre de mission, une sorte de portefeuille. Aucun commissaire n'avait dans son portefeuille l'économie sociale et solidaire. Donc, il a fallu attendre le mois de décembre, 4 mois après, pour que, sous la pression des acteurs de l'économie sociale et solidaire, il y ait enfin une commissaire qui ait dans son portefeuille la responsabilité de la politique européenne d'économie sociale et solidaire. C'est une femme qui s'appelle Mințatu, qui est roumaine et qui, politiquement, n'est pas vraiment forte. Indépendamment de ses capacités, hein, bien sûr, mais politiquement, elle est beaucoup moins forte que les deux commissaires précédents. Bon, première régression. Deuxième régression, le commissaire qui a succédé à Thierry Breton, commissaire français, M. Séjourné, a décidé de ne plus s'occuper d'économie sociale et solidaire. Et alors ça, c'était dramatique parce que la Commission avait cette caractéristique très importante, c'est qu'en fait, il y avait deux directions générales, une sur le social, l'autre sur l'économique, qui coopéraient pour développer l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est du social, mais c'est aussi, comme vous disiez, une façon d'entreprendre. Donc l'aspect économique est aussi très important. Donc il y avait une complémentarité, un renforcement par ces deux commissaires, et malheureusement, le commissaire Séjourné a décidé de ne plus être responsable de quoi que ce soit sur l'économie sociale et solidaire. Donc tout ce qui avait été construit dans le plan d'action dans lequel il y avait des actions qui étaient menées par la direction générale qui s'appelle GROS, croissance, a disparu du jour au lendemain. Donc un affaiblissement tout à fait notoire. Alors troisième élément, c'est qu'au niveau du Parlement européen, traditionnellement, il y a ce qu'on appelle un intergroupe parlementaire qui est indépendant des partis, qui réunit tous les partis et qui, en fait, se mobilise pour des thèmes bien particuliers. Et traditionnellement, il y a toujours eu un intergroupe économie sociale et solidaire au Parlement qui joue un rôle très important parce que ces personnes-là sont mandatées pour, au travers de leur parti et au travers des débats du Parlement européen, de pousser évidemment et d'aider à la prise de conscience pour soutenir l'économie sociale et solidaire. Cette fois-ci, grande difficulté pour que cet intergroupe se mette en place. Donc la seule solution, c'était de faire un intergroupe qui est économie sociale et service d'intérêt général. Bon, donc c'est mieux que rien, mais la difficulté était là. Alors, troisième élément, le plus important, mais je pense que vous allez en parler aussi, la Commission est en train de préparer un programme, non pas un programme, mais un cadre financier pluriannuel, le CFP. L'Union européenne fonctionne comme ça, c'est programmatique, ça couvre les 7 années futures, donc de 2028 à 2035, et donc ça donne en quelque sorte les enveloppes budgétaires et les priorités budgétaires pour les 7 années couvertes par le CFP. Et là, les choses se passent vraiment avec énormément de difficultés, parce que la commission qui fait la proposition a, je trouve à juste raison, eu deux idées majeures, une idée de flexibilité et une idée de simplification. Alors la flexibilité, ça veut dire tout simplement que quand on regarde la période précédente, il y a eu tellement d'imprévus, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, qu'il fallait à chaque fois réaffecter un certain nombre de montants budgétaires pour faire face à ces priorités-là.
Et donc, ce qu'a pensé faire la Commission, c'est d'avoir une approche qui permettait justement des transferts de fonds d'une ligne budgétaire à l'autre très facilement. Et donc, le résultat, c'est que quand on lit la proposition de CFP, il n'y a que 4 rubriques, et qui sont des rubriques qui sont tellement générales qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais qui permettra évidemment à la Commission de pouvoir les réaffecter à l'intérieur de chacune de ces catégories. Et puis la simplification a consisté à mettre à plat foultitude de programmes. C'est vrai qu'il y avait beaucoup trop de programmes dans le cas de l'économie sociale et solidaire. En fait, c'est pareil pour tous les pays. L'économie sociale et solidaire s'est développée progressivement au cours des 50 dernières années. Et donc, en fait, les budgets les programmes qu'on trouvait dans ces budgets ont eu une case économie sociale et solidaire, mais avec la même structure. Et donc, au niveau de la Commission européenne, en fait, il y avait une foultitude de programmes qui pouvaient être utilisés par les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais il y en avait tellement que ça devenait extrêmement compliqué. Alors, le résultat de cette simplification et de cette flexibilité, c'est qu'il est très difficile de comprendre ce qu'il y a dans ce cadre programmatique, à tel point, alors on anticipe aussi, comme la défense et la compétitivité deviennent évidemment des priorités importantes et à juste titre pour l'Union européenne, eh bien, on a l'impression que ça se fait au détriment du social et en particulier l'économie sociale et solidaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que honnêtement, c'est très difficile d'y voir clair, mais on a beaucoup d'indications comme quoi, effectivement, les budgets alloués seraient en régression. Le Parlement européen, maintenant, il y a 25% de députés qui sont d'extrême droite, qui jouent un rôle politique aussi assez néfaste. Et donc, il y a des débats très difficiles, très tendus au niveau du Parlement européen, qui fait qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Alors, à tel point qu'il y a eu une coalition d'une vingtaine d'acteurs de l'économie sociale au niveau européen, qui sont soit des associations, soit des têtes de réseau, qui ont pris une position pour essayer d'attirer l'attention politique au plus haut niveau, pour dire qu'il ne faut pas sacrifier le social ni l'économie sociale et solidaire, même si on veut faire de la compétitivité, il faut quand même faire attention à ce que le tissu social, la cohésion sociale reste présente. Voilà. Merci Michel Casina. J'aurais dû poser la question au tout début, mais est-ce que qui sait ce qu'est l'économie sociale et solidaire, même si on l'a décrite très rapidement? D'accord. Donc peut-être que c'est pas suffisamment encore clair ce secteur économique. Peut-être Mathilde Dupré va pouvoir nous donner 2-3 indications, mais en gros l'économie sociale a quand même pour projet de remettre l'homme au cœur de l'économie. Il y a des critères en fait qui caractérisent notamment les entreprises de l'ESS au sens large, hein, parce qu'il n'y a pas que des entreprises. Comme on l'a dit, il y a tout le tissu associatif qui est très important. Et il y a une finalité sociale, solidaire, d'intérêt général, une redistribution des profits, une gouvernance beaucoup plus démocratique, enfin volontairement et de façon appuyée, démocratique. Mathilde Dupré, donc peut-être un mot sur ce secteur qui est assez important en France. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que ce ne sont pas particulièrement les piliers du Green Deal en fait qui sont aujourd'hui remis en question au niveau européen? Oui, alors j'allais commencer par l'échelon européen pour terminer de brosser le tableau, et puis je zoomerai peut-être sur la France si j'ai le temps. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, nous, on s'est beaucoup intéressé à tout le programme européen qui avait émergé pendant la précédente mandature entre 2019 et 2024, qui nous semblait être un programme très enthousiasmant de projets collectifs pour l'Union européenne face aux grands défis actuels, que ce soit les défis des limites planétaires, mais aussi de solidarité et de cohésion sociale à l'intérieur de l'Union européenne et avec le reste du monde. Et c'est vrai qu'il y avait eu un élan un peu nouveau avec un surcroît de participation des jeunes aux élections de plus de 10 points en 2019. C'était l'époque des marches climat, etc. Et donc,
cette présidente de la commission nouvelle, von der Leyen à l'époque, est arrivée avec un projet qui dépassait largement l'ADN de son propre camp politique, en se disant il faut avoir un grand projet de transformation de l'économie européenne pour en faire une économie neutre en carbone en 2050, mais aussi dont le modèle de croissance ne repose plus sur l'utilisation des ressources. Donc là, quand même, des engagements extrêmement ambitieux en matière écologique. Et puis, avec cette idée que pour que tout ça fonctionne, il fallait le faire dans une forme de solidarité pour embarquer tous les États membres, pour embarquer tous les territoires qui peuvent être plus en difficulté ou plus loin de ces réalités-là par rapport à ce verdissement de l'économie. Et donc, on a eu pendant 5 ans une profusion d'initiatives de transformation de l'économie. Ce qui était intéressant, c'est qu'on n'était pas que sur de la décarbonation et de la croissance verte, même si beaucoup de gens ont critiqué une approche qui restait un peu dans cette veine-là. Il y avait quand même énormément de choses, y compris des choses qui visaient à protéger le marché européen par rapport à des importations de pays tiers qui n'ont pas la même vision ou le même niveau d'ambition sur la transformation de l'économie. Et là, la Commission avait un peu changé d'approche aussi, avec beaucoup d'instruments sur l'ajustement carbone aux frontières, avec un règlement contre le travail forcé, avec une directive sur le devoir de vigilance, enfin beaucoup de choses pour dire si on demande à nos producteurs dans l'Union européenne de respecter des standards toujours plus vertueux en matière de production, il faut aussi qu'on s'assure qu'on ne les mette pas en compétition avec des produits qui viennent du reste du monde, qui sont fondés sur de la dégradation de la nature, des violations des droits humains, etc. Donc, c'était vraiment quand même une approche assez ambitieuse dans différents domaines d'intervention. Et il y a beaucoup de choses qui ont été adoptées, et donc on arrivait là à la fin de ce mandat avec la question de savoir est-ce que ça allait être véritablement mis en œuvre. Et au moment où on rentre dans la mise en œuvre, c'est évidemment là où on rentre dans le dur et dans la difficulté, savoir si les acteurs économiques sont prêts à passer les caps qui ont été donnés sur la sortie des véhicules thermiques, sur plein de choses comme ça. Et du coup, les élections européennes se sont passées sur cette question de stop ou encore par rapport à ce programme-là. Et finalement, ce qui a été trouvé pour continuer à donner de l'élan à une partie de cet agenda, c'est le rapport qui a été rendu par Mario Draghi à la Commission européenne sortante, qui disait on a un énorme enjeu de compétitivité et donc il faut mettre le paquet sur cet enjeu-là. La décarbonation de l'économie européenne fait partie de cet enjeu, de cet agenda de compétitivité. Par contre, sur le reste de l'environnement, il va falloir être beaucoup moins allant, parce que sinon on se met des boulets à nos propres entreprises. Et donc la pollution, la biodiversité, etc., la gestion des déchets, c'est pas une priorité. Il faut qu'on reste sur la première urgence, qui serait la décarbonation. Et donc voilà, on est parti avec, pour sauvegarder une partie de cet agenda environnemental, une dissociation qui est un peu plus difficile à justifier. Et du coup, beaucoup de propositions législatives maintenant de cette nouvelle commission qui visent à simplifier. Donc, on a ce qu'on appelle des omnibus, et qui sont en fait des gros paquets de dérégulation. Maintenant, le mot a été prononcé par Madame von der Leyen elle-même. Un certain nombre de choses qui n'ont même pas été mises en œuvre de la dernière mandature, et avec une majorité politique au Parlement européen qui est effectivement beaucoup moins favorable à tous ces sujets-là. Donc, c'est vrai que le contexte général, il est quand même assez difficile, et renforcé par des pressions nouvelles, évidemment, l'administration Trump aux États-Unis, et toutes ces perturbations qu'il y a sur le commerce international et les relations internationales. Et donc, déjà, dans la première partie, enfin, le premier mandat von der Leyen, on a quand même vu que malgré tout ce qui était annoncé, la partie accompagnement social de la transition, c'était toujours un peu le parent pauvre,
un peu moins financée, un peu moins déployée que la partie verdissement et décarbonation de l'économie. Mais donc là, on est dans une situation où c'est encore plus difficile vis-à-vis de ça. Et là où je voulais arriver, si j'ai encore un tout petit peu de temps, c'est qu'on sait qu'on a des besoins massifs d'investir dans notre économie pour répondre à tous ces enjeux de transformation. On parle de 2-3% du PIB à investir pour réussir toutes ces transformations. Et ce que je trouve intéressant, c'est de regarder, en fait, comme on voit qu'on a aussi des gros débats sur les marges de manœuvre budgétaires qu'on a, alors en France énormément, mais dans d'autres pays beaucoup aussi, c'est de savoir qu'est-ce qu'on investit déjà dans notre économie, où et avec quel pilotage. Et on a eu comme ça en France 2 débats assez intéressants, puisqu'on a eu au premier semestre une commission d'enquête sur les aides publiques aux grandes entreprises qui a rendu ses travaux cet été, et puis un rapport qui a été rendu par la Cour des comptes à la demande d'une saisine citoyenne, si je dis bien de la plateforme citoyenne, qui a montré aussi l'argent investi. Et quand on regarde les deux en vis-à-vis, c'est vrai que c'est assez intéressant. Parce que ce qu'on a pu voir, c'est que pour les grandes entreprises en France, on a 211 milliards d'aides tout mis bout à bout, donc avec à la fois des dépenses fiscales et des dépenses budgétaires, donc des exonérations d'impôts, des vraies subventions et beaucoup de choses mis bout à bout. Et ce qu'ont montré ces auditions, c'est qu'il y avait très peu de pilotage de la puissance publique de ces aides. Bercy, en gros, est venu dire on n'a pas de tableau synthétique de tous les dispositifs d'aide qui existent, on n'a pas de suivi très clair, et les évaluations de chaque type de dispositif laissent quand même largement à désirer. Et même les grands capitaines d'entreprise qui sont venus devant cette commission ont dit nous aussi, ça nous a demandé un travail de regarder tout ce qu'on reçoit mis bout à bout et comment tout ça est suivi. Donc, c'était vraiment, je pense, pour tous les députés qui ont participé à ces auditions, un moment un peu incroyable et de façon transpartisane. Ils se sont tous dit qu'il fallait quand même faire un peu le ménage et en tout cas regarder de plus près. Et, donc, finalement, ça nous montre quand même que c'est énormément d'argent public. C'est aujourd'hui presque le premier poste de dépenses budgétaires de l'État français. Donc, c'est quand même intéressant de regarder s'il y a des marges de manœuvre là-dedans. Et quand on regarde, à contrario, la partie économie sociale et solidaire, dont on se représente souvent comme idée que c'est un secteur biberonné à l'argent public, etc. En fait, on voit des choses assez différentes. Donc, en France, le secteur, c'est 13,7% des emplois privés ou 10,6% de l'emploi salarié en 2021. Et finalement, les sommes qui sont reçues au titre de flux financiers de l'État, c'est 16 milliards en 2024, et de collectivités territoriales, 6,7 milliards. Donc, c'est quelque chose qui est resté relativement, enfin, qui augmente un petit peu parce que ça correspond à des subventions aussi qui sont là pour assurer des services dans le prolongement de l'action de l'État, hein, sur l'hébergement d'urgence, sur le soutien à l'enseignement privé, à l'éducation, sur l'accompagnement social, l'aide alimentaire, l'accueil des réfugiés, des demandeurs d'asile, etc. Donc, quand même des missions extrêmement importantes. Mais ça n'a pas permis le passage à l'échelle qui avait été annoncé en 2014 avec les nouvelles définitions de l'économie sociale et solidaire et l'élan qui avait été voulu à ce moment-là. Et puis surtout, on voit qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est en grande difficulté, et notamment le secteur associatif qui a fait une grande mobilisation le 11 octobre dernier, et qui montre qu'il y a des plans sociaux qui se multiplient dans ce secteur-là. Il y a encore un article tout à l'heure dans Le Monde, et le mouvement associatif qui réunit 700 000 associations françaises a fait une enquête en septembre, et parmi les 4 500 associations qui ont répondu, il y a 40% qui ont répondu qu'ils avaient des difficultés, qu'ils allaient certainement devoir réduire la masse salariale, et 9% qui pourrait y avoir des licenciements et des plans de sauvegarde de l'emploi. Donc voilà, on voit qu'on est sur un secteur qui finalement n'est pas tant aidé que ça par rapport à la taille qu'il occupe dans l'économie française, et au rôle indispensable surtout qu'il joue dans les missions qu'il accomplit. Merci beaucoup.
Donc, pour la solidarité, donc peut-être dire un mot du travail qui est accompli et du point de vue, donc un peu les mains dans le cambouis, hein, dont vous situez. Est-ce que ce qu'ont évoqué Michel Catina et Mathilde Dupré, est-ce que cette situation est quelque chose que vous vivez déjà au sein de Pour la solidarité? Oui, ça marche? Oui. Tout à fait. Tout ce que Michel et Mathilde ont montré, enfin, l'état d'euphorie, que les choses semblent avancer. On est très vite retombé. En fait, pour la solidarité, donc, nous sommes un think et do tank européen, donc comme vous avez dit, indépendant. On travaille beaucoup sur base de partenariats et d'alliances. Et donc, on a effectivement vu à travers, enfin, on a ressenti aussi, on ressent au quotidien ce qui se passe, excusez-moi, je suis un peu comment je veux dire? Donc, on travaille sur base d'alliances, oui. Donc, à l'époque où le Green Deal a été adopté, on a constaté les organisations qui travaillent sur les questions sociales. Comme l'a dit Mathilde, les questions sociales étaient un peu laissées de côté. Et donc, à l'initiative d'organisations sociales et d'une organisation qui s'appelle Solidar, qui travaille sur les questions de justice sociale, on a créé, donc on est membre fondateur, on a créé une alliance qui s'appelle l'Alliance européenne pour la transition juste, qui a essayé d'amener, parce que il faut savoir que les organisations sociales et les organisations environnementales n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Chacun faisait son plaidoyer de son côté, essayait de faire avancer les aspects, essayer de faire son plaidoyer environnemental d'un côté et les aspects sociaux de l'autre côté. Ce qu'on a essayé de faire comprendre, c'est que la transition juste, pour avoir une transition juste, ce sont la transition passe par les aspects économiques, sociaux et environnementaux, et qu'il est important de travailler ensemble et de faire comprendre des deux côtés les aspects sur lesquels nous essayons d'avancer. En fait, les enjeux sont totalement entremêlés. Et ça, Oui, c'est voilà. quelque chose qui est porté justement par Oui. le secteur en général, l'économie sociale et solidaire. Et en fait, Voilà, on ne peut plus dire d'un côté, il y a l'environnement et de l'autre côté, il y a les problèmes sociaux à régler. C'est que si on ne règle pas les deux en même temps, en fait, un, on n'avance pas, et deux, ce n'est pas du tout compris. Ça, voilà. C'est ça. Le SS est un aspect clé pour les éléments de justice sociale. Voilà. Merci beaucoup. De toute façon, on va revenir ensuite sur ce que parvient à faire justement ce type d'alliance, en quoi ça fait écho en fait aux solutions qu'on peut envisager pour l'avenir. Donc, Carmen Paolone, donc en tant que conseillère municipale à la ville de Strasbourg, donc là, on est à un échelon entre guillemets, je dirais plus local, mais pas si local que ça, parce que c'est aussi transfrontalier entre l'Allemagne et la France. Et capitale de l'Europe. Et surtout, enfin pas que surtout d'ailleurs, et capitale de l'Europe en effet. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'on sent déjà toutes ces coupes budgétaires dont on vient de parler, qui affectent directement tout un tas d'associations qui rendent des services inestimables dans les territoires? Tout à fait, malheureusement. Je me permets de revenir sur 2 points qui ont été soulevés par Michel. Effectivement, quand la nouvelle commission, enfin le nouveau parlement s'est installé,
la notion l'idée qu'un intergroupe en économie sociale puisse se créer a rapidement fait défaut, et la ville s'est engagée pour que cet intergroupe soit créé. Et donc en juillet 2024, la ville de Strasbourg a organisé un petit colloque pour inviter des parlementaires avec une organisation qui s'appelle Social Economy Europe, qui représente une vaste multitude d'associations européennes, et qui portait cette problématique de ne plus avoir de commissaire à la DG Grow qui s'occuperait d'économie sociale. C'est l'économie sociale européenne, si Ouais. on traduit. Et suite à cette première réunion, et concomitamment, Strasbourg a rejoint le réseau européen des villes et des régions solidaires, qui a porté un appel à l'action pour justement essayer, un bon nombre de régions, de villes européennes ont porté cet appel à l'action pour essayer justement de faire bouger la Commission et de revenir sur des décisions qui sont un peu catastrophiques pour le monde de l'économie sociale et solidaire en Europe, et donc aussi en France. Alors, à Strasbourg, la transition, c'était dans l'ADN de notre liste et de la maire qui a été élue. Et l'ESS était vraiment un des points forts, disons, un des points forts du programme. Donc, durant toute la mandature, on a essayé de mettre en place des clauses sociales pour favoriser des structures d'insertion par l'activité économique et tout. Et cette année, par exemple, le budget vient d'être débattu, et le choix de la ville a été de ne pas baisser les subventions aux associations. Alors, bien sûr, le budget de la ville, lui, globalement, décroît. Donc, on a dû faire des arbitrages, mais le choix fort qu'a fait aujourd'hui la ville de Strasbourg, c'est de ne pas toucher aux subventions des associations, parce qu'on voit bien que au niveau de l'État, au niveau des aides européennes aussi, ça baisse, et la situation est assez dramatique. Et donc, il faut, lors de la manifestation du 11 octobre, par exemple, ou justement dans d'autres endroits de lobbying, etc. Il faut vraiment porter l'idée que l'économie sociale, c'est une économie juste de transition et qui favorise aussi la démocratie, il ne faut pas l'oublier, et que c'est vraiment très important pour les années qui viennent en Europe et dans le monde. Merci beaucoup. Donc là, il y a déjà, on entre déjà peut-être dans les prises de décision pour essayer de contrecarrer en fait ce mouvement de régression ou de recul, en tout cas, de l'engagement à la fois tant européen que de l'État français. Je pense que la situation est similaire d'ailleurs dans d'autres pays européens, on ne l'a pas encore abordé. Donc si on passe à la partie, je dirais, plus solution, et puis préparez vos questions si vous en avez, puisque la dernière demi-heure vous sera consacrée, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Je reviens, donc du coup maintenant on se vous voit, alors je reviens vers Michel, Michel Catina. Peu importe, sur que peut faire ce secteur qui porte un espoir, et plus qu'un espoir, qui porte des solutions très importantes, qui est mal connu. Je ne sais pas si c'est à cause du nom qu'il porte ou parce que les médias n'en parlent pas suffisamment bien ou suffisamment souvent, mais en tout cas, il y a quand même tout un secteur très, très important on l'a entendu tout à l'heure, qui porte de nombreuses créations d'emplois et une part importante du secteur. Qu'est-ce que peut porter ce secteur pour essayer de ne pas détricoter cette Europe qui était en route, en fait? Oui, merci. Nous, notre conviction, et c'est plus qu'une conviction, parce qu'on a fait un certain nombre d'études qui montrent qu'en fait, l'économie sociale et solidaire est pourvoyeur de solutions. Ça a été abordé directement et indirectement par les autres interlocuteurs. Vous prenez par exemple l'économie circulaire, ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est simplement l'extension du cycle de vie des produits. C'est-à-dire quand un produit a été acheté, au lieu de le jeter, on le recycle, on le réutilise, et donc on économise énormément d'énergie, de ressources naturelles. Et donc l'économie sociale et solidaire a toujours été pionnière dans ce domaine-là, et sans économie sociale et solidaire, l'économie circulaire ne fonctionnera pas. Donc le paradoxe, c'est que dans le contexte actuel, où finalement l'économie sociale et solidaire apporte énormément de solutions, eh bien on voit que le portage politique est en train de baisser.
Alors, si j'ai bien compris ta question, c'est qu'est-ce que peut faire l'Europe pour relancer cette machine-là, hein? Dans l'autre sens, les acteurs. Ah, les acteurs. Dans les deux sens, parce que l'Europe, l'Europe, c'est pas une entité ex nihilo, c'est Les acteurs sont très présents à Bruxelles. Les acteurs essaient de se mobiliser. Tout à l'heure, tu parlais du G7 à Bordeaux. C'est pareil, à Bordeaux, 3 jours de forum. Le G7, c'est une association de villes internationales. Donc, c'est le plus grand colloque mondial qui puisse se produire. Ça se produit tous les 2 ans. Il y a 2 ans, on était à Dakar. À Dakar, c'était l'euphorie, comme en Europe, parce que les Nations Unies avaient fait des résolutions, le Bureau international du travail avait fait des solutions, l'Europe avait fait le plan d'action, l'OCDE avait fait des recommandations. Donc, on avait l'impression que la visibilité de l'économie sociale et solidaire était là et que les hommes politiques, les décideurs politiques avaient compris que les acteurs de l'économie sociale pouvaient apporter des solutions. Là, 2 ans après, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Et donc, il y a eu à Bordeaux une émulation et une volonté de résistance par rapport à la situation qui montre bien que les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont prêts à se battre. Au niveau européen, j'en parle maintenant, ce qu'on peut faire au niveau européen, oui. Donc, au niveau européen, et alors ça m'amène à la stratégie nationale de la France, hein, dans le cadre de ce plan d'action européen de 2021. Il a été demandé à chacun des États membres de définir, de mettre en place une stratégie nationale à moyen terme. La France est en train de faire le travail. Et alors, on a essayé de bien expliquer qu'en fait, les relations entre ce qui se passait au niveau de l'Europe et au niveau français étaient intrinsèquement liées. Je veux dire, l'Europe a un cadre financier, l'Europe a des cadres réglementaires, et il faut évidemment que ce que fait l'Europe soit en phase avec ce que fait la France. Donc, on a essayé de plaider pour que dans la stratégie nationale française, il y ait aussi une partie européenne. Alors, il y a des choses qui étaient bonnes, il y a des choses qui, de mon point de vue, manquent. Alors là, je vais être très rapide, de façon à éviter de faire une liste, parce que si on rentre dans le détail, ça devient évidemment très, très, très compliqué ou très technocratique. Mais on a fait des demandes dans cette stratégie, il y a des demandes très simples. Il faut qu'il y ait un commissaire à la Commission européenne qui ait dans son portefeuille l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est le b.a.-ba, je veux dire, on peut pas faire de politique au niveau européen de l'économie sociale et solidaire s'il n'y a pas un commissaire qui est en charge, premièrement. Deuxièmement, il y a un plan d'action qui est en train de se mettre en place. Il va falloir l'évaluer, il va falloir voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché, et sur cette base-là, proposer une deuxième phase dans ce plan d'action. Ça, la France a proposé ceci, et ce que je comprends maintenant, c'est que la commissaire Mizzatou, la Romaine dont je vous parlais précédemment, a l'intention de le faire. Donc ça, c'est un élément qui est tout à fait positif. Alors, il y a d'autres éléments positifs, ça limite un peu le pessimisme ambiant. La Commission a fait des directives sur les marchés publics. Les marchés publics représentent des sommes absolument colossales qui permettent justement de subventionner ou de donner l'argent nécessaire public pour développer un certain nombre de projets de l'économie sociale et solidaire. Alors, il y a tout un ensemble de directives qui datent de 2014 qui avait prévu qu'il était possible de faire des appels d'offres spécifiques pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. Mais c'était 2 articles sur une centaine d'articles. Donc, autrement dit, l'adjudicateur français, qui, lui, voit cette directive, je ne suis pas sûr que tous les adjudicateurs publics aient lu ces directives, il se dit, moi, je ne veux pas prendre le risque de faire des marchés spécifique pour l'économie sociale et solidaire, parce que ces 2 articles, si je me trompe, la Commission va me tomber dessus en demandant de reprendre l'appel d'offres. Donc, le résultat, c'est que
malgré les flexibilités qui étaient données dans ces directives, eh bien, l'économie sociale et solidaire avait peu d'accès à l'économie sociale et solidaire. Seule exception, les Jeux Olympiques de Paris 2024, où là, il y a eu, je crois, 40% des appels d'offres qui ont été émis par la ville de Paris pour préparer les Jeux Olympiques ont été attribués à des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment l'exception, mais qui montre que c'est possible. Alors, dans ce contexte-là, la Commission est en train de complètement revoir sa copie. Et donc, ce qui est dans le pipeline, donc là, je touche du bois, j'espère que ça va se faire. Ce qui est dans le pipeline, c'est simplement qu'on révise complètement ces directives et que ce qui était l'exception devienne la normalité. C'est-à-dire qu'en fait, on va demander dans ces directives que les attributions soient faites à des entreprises responsables. Donc, responsables socialement, responsables d'un point de vue environnemental. Et donc, évidemment, l'économie sociale et solidaire est en première ligne. Et donc, si ça se fait, là, il va y avoir un moyen très fort pour que l'économie sociale et solidaire bénéficie des appels d'offres publics en France et partout en Europe, et donc trouve des moyens de financement. Donc ça, c'est aussi un élément qui est dans la stratégie française, qui est un élément important. Alors, ceci étant dit, il manque quand même un certain nombre de choses. Un autre élément important qui n'est pas bien demandé par la stratégie française à la Commission européenne, la Commission européenne a l'exclusivité des règles d'aide d'État. C'est-à-dire qu'en fait, la Commission européenne, la politique de concurrence est une politique de la Commission européenne qui n'est pas partagée avec les États membres, et c'est la Commission européenne qui définit les règles. Donc cette politique de concurrence est extrêmement stricte, c'est-à-dire elle vous dit aucun accord. Un accord, par définition, n'est pas compatible avec le marché intérieur, donc on ne peut pas le faire. Une aide d'État est interdite parce qu'une aide d'État va déformer la concurrence. Alors, c'était tellement excessif que progressivement et historiquement, il y a eu des exceptions qui se sont développées. Donc, c'est ce qu'on appelle des catégories d'exceptions. Il y a 14 catégories d'exceptions. Il n'y en a pas une sur l'économie sociale et solidaire. Alors, là, la pression se fait maintenant pour que, en fait, la Commission ajoute une exception pour l'économie sociale et solidaire. Et quand cette exception sera réellement décidée par la Commission, eh bien, ça voudra dire que les subventions qui sont données par les États membres à l'économie sociale et solidaire pourra être fait sans que la Commission puisse l'interdire au nom des règles des aides d'État. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important parce qu'il faut bien comprendre que l'économie sociale et solidaire a besoin de subventions. Ce n'est pas une économie qui est subventionnée, hein, c'est une économie qui arrive à développer des excédents, mais elle a un certain nombre de contraintes. Par exemple, le fait de réinternaliser les profits, ce que disait Florian tout à l'heure, la réinternalisation des profits veut dire que quand une entreprise de l'économie sociale et solidaire fait des excédents, elle utilise cet excédent pour son investissement propre. L'économie sociale et solidaire... pas dans les mains des actionnaires. Voilà. Résumé. Voilà. L'économie sociale et solidaire, c'est une économie de long terme. C'est une économie qui a besoin de capital qu'on dit patient, parce que quand vous essayez de satisfaire un besoin qui n'est pas satisfait par le marché ou par les autorités publiques, eh bien, ça se développe sur 10 ou 15 ans. Donc, quand vous adressez au marché boursier, aux banques, les banques vous disent « mais écoutez, moi, je veux un rendement pendant 3 ans. Moi, je ne peux pas vous fournir un capital patient pour 15 ans. » Donc, c'est des contraintes qui fait que l'économie sociale et solidaire, pour vivre, a quand même besoin de subventions. Alors, il y aurait d'autres choses. Je vais peut-être m'arrêter là parce que je vois que l'heure passe et je répondrai éventuellement à des questions si c'est nécessaire. Voilà. Merci. Merci. Mathilde, pour faire le pont avec ce que tu disais tout à l'heure de ces régressions, si on voulait caractériser là où en est l'économie européenne aujourd'hui, les choix qu'ils ont faits, comment est-ce que tu verrais en fait les possibilités d'action aujourd'hui à cet échelon? C'est une question un peu compliquée, hein, mais...
Alors déjà, ce qui est compliqué, c'est que dans le rapport Draghi que je citais tout à l'heure, il y avait des choses voilà, qui nous plaisaient pas et que j'ai mentionnées sur le fait d'abandonner une partie des objectifs environnementaux, sur le fait de déréguler une partie de ce qui avait été adopté il y a peu de temps. Mais il y avait aussi des choses intéressantes, et notamment le fait d'avoir une forme de planification plus forte de l'économie et d'intervention plus forte des États dans le fonctionnement de l'économie et dans la politique industrielle, par exemple, européenne. Et justement, avec du coup un encouragement à l'Union européenne et aux États membres d'utiliser tous les outils de politique publique, les marchés publics, les aides d'État, etc., de façon beaucoup plus pragmatique et moins dogmatique que ce qui avait pu être fait par le passé, sachant que c'est aussi quelque chose que tout le monde fait partout, les États-Unis, la Chine depuis toujours, mais enfin, tous les États sont dans cette volonté-là de piloter et de favoriser leurs propres géants, etc. Donc, il y a cette tension-là où, pour l'instant, tout n'a pas encore été repris de ce rapport, et notamment les parties qui nous intéressaient le plus ne l'ont pas été. Et donc ça pourrait quand même être des choses, si en plus à chaque fois on y réserve un traitement spécial et une attention spéciale au secteur de l'économie sociale et solidaire, effectivement une façon de progresser bien davantage. Mais après, moi je voulais aussi revenir sur l'exemple que je donnais tout à l'heure sur, je pense qu'il faut aussi défendre. Enfin, des fois, on a l'impression que ce secteur s'excuse un peu de ses caractéristiques, de la façon dont il fonctionne, des contraintes qui pèsent sur lui, etc. Et que il affirme pas assez toutes les avantages qu'il présente, les retombées positives pour la société, etc. Et comme si on considérait que le secteur privé classique faisait mieux et était plus économe, etc. Alors que justement, tous les débats que je citais rapidement sur les aides d'État et sur le soutien public qu'il y a dans un certain nombre de domaines devraient nous inviter à questionner tout ça. Et je voulais citer une étude que j'ai trouvée très, très intéressante cette année. C'est une étude qui a été réalisée par le BASIC pour le Secours catholique, le réseau des CIVAM, Solidarité Paysans et la Fédération française des diabétiques, qui a regardé tous les coûts du système alimentaire et agricole français. Et à la fois tout l'argent qui est injecté par la puissance publique dans ce système, et aussi tous les coûts qui sont générés par les mauvaises pratiques d'un certain nombre d'acteurs dominants dans ce système et qui nécessitent aussi une prise en charge de la puissance publique sur les pollutions, sur les maladies liées à ces pollutions, etc. Et ce que nous dit ce rapport, c'est que aujourd'hui déjà, on dépense 48 milliards d'euros pour soutenir le système alimentaire français, donc tous les acteurs économiques de la chaîne, et qu'on dépense aussi déjà 19 milliards d'euros par an pour atténuer les impacts sociaux et écologiques qui sont générés par ce système. Et ce que cette étude montre, c'est que cette injection de financement public, finalement, est supérieure aux bénéfices qui sont générés par tous les acteurs de ce système, y compris les grosses entreprises de l'agro-industriel, etc. Et que 6 à 9% seulement de ces financements sont favorables à la transition écologique, et la même proportion vont plutôt vers des modèles qui sont très défavorables à la transition écologique. Et en fait, même si on zoome, ils ont essayé de faire 2 modèles et de regarder la différenciation entre les 2 modèles. Tout ce qui est modèle indifférencié de production avec une standardisation des matières premières agricoles, des pressions sur les prix, etc., de la grande distribution, c'est 40 milliards d'euros de soutien public et seulement 28 milliards d'euros de bénéfices. Et si on regarde tous les modèles différenciés, la bio, les labels de qualité, le commerce équitable, etc., dans lesquels on retrouve beaucoup d'acteurs de l'ESS, et ben c'est seulement 3 milliards de soutien public et par contre 3,1 milliards d'euros de bénéfices. Donc finalement, ce secteur-là, il surperforme par rapport, il est moins aidé et il surperforme par rapport à l'ensemble du modèle indifférencié qui est lui vraiment soutenu et artificiellement soutenu par la puissance publique. Et donc je pense que c'est intéressant
dire ça, de partager ce genre de résultats, parce que ça montre que voilà, les secteurs les plus aidés sont pas forcément ceux qu'on pense, et que même d'un point de vue économique, il peut y avoir une rationalité et une meilleure performance de certains secteurs. Et du coup, tout ça, pour moi, appelle à faire un exercice d'inventaire de toutes ces aides. Ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les retirer, évidemment pas, mais regarder lesquelles pourraient être conditionnées à l'atteinte de critères sociaux, de démocratisation des conseils d'administration ou de performance environnementale, etc., accrues, ou carrément des aides qui seraient ciblées vers les pratiques les plus vertueuses en priorité. Et ça, c'est un débat qui nous appartient de demander à partir de toutes les études qui ont été réalisées cette année. Merci beaucoup. Donc, Salima, sur ce que porte pour la solidarité comme alliance, comme coalition transnationale, en fait, parce que ça traverse les frontières. Est-ce que ça permet, entre guillemets, de continuer à porter ce modèle de façon concrète Oui, moi, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, ce que tu as demandé, qu'est-ce que les acteurs peuvent faire? Je pense qu'à notre niveau société civile, organisation, enfin nous-mêmes acteurs de l'économie sociale, c'est d'éduquer, de sensibiliser. Je reviens un peu sur l'Alliance pour une transition juste. L'Alliance européenne pour une transition juste, c'est une alliance européenne qui regroupe des réseaux européens. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que nous, on est allé dans cette alliance en disant que, il n'y a pas de transition juste sans passer par un nouveau modèle économique qui est l'économie sociale. Et en parlant, en éduquant, et de telle sorte que il y a eu sous la présidence belge, il y a une conférence européenne sur la transition juste où c'est une organisation environnementale qui, dans sa déclaration, a parlé de l'importance de l'économie sociale et solidaire. Donc, je pense que c'est un rôle très important qu'on a d'éduquer. Et on arrive maintenant, en fait, il y a un peu d'espoir parce qu'on arrive, bientôt on aura une stratégie européenne de lutte contre la pauvreté, dans laquelle certains des acteurs aussi parlent de l'importance de l'économie sociale. Et la même chose, la stratégie pour un logement abordable aussi, on fait référence au rôle des acteurs de l'économie sociale dans l'accès au logement et En fait, vous réalisez tout un travail de vulgarisation, exact, finalement, voilà. des enjeux d'aujourd'hui qui sont transition écologique, mais juste socialement. C'est ça, Exact, oui, voilà. Oui. D'accord, ok, super. Donc, Carmen, quand on a préparé ce débat, tu évoquais la capacité de certains tiers-lieux, en fait, à répondre, à proposer des solutions à peu près sur toute la gamme des enjeux d'aujourd'hui. Peut-être, je ne sais pas si tu avais envie d'en parler, mais je pense que c'est un exemple très concret. Oui, effectivement, on a parlé donc d'une ancienne friche industrielle qui appartenait à une coopérative de consommateurs en Alsace, la Copé, qui a donc laissé dans un quartier qui est un quartier prioritaire de la ville des bâtiments qui ont été sur lesquels la ville et des partenaires transfrontaliers aussi, la ville de Kehl, qui est la ville vraiment à la frontière allemande qui touche Strasbourg, reprendre cette friche industrielle et créer un tiers-lieu qu'on appelait la vitrine de l'ESS, qui ensuite a trouvé son nom, qui s'appelle aujourd'hui Kaléidoscope, et qui est un tiers-lieu transfrontalier où aujourd'hui siègent des associations françaises, des associations allemandes. On a aussi un centre de la consommation qui est situé pas très loin. Donc, on essaye de faire vivre une économie sociale européenne au sein de ce bâtiment.
On y parle les deux langues indifféremment. C'est un endroit qui foisonne d'idées. Il y a du coworking, il y a un magasin où les produits sont quasiment tous issus soit de l'agriculture biologique, soit d'autres associations comme Emmaüs ou le Relais qui font de l'économie circulaire. Donc, on essaye de faire vivre cette idée européenne et cette idée d'économie sociale sur une friche. On a un deuxième endroit qui a été inauguré aussi assez récemment qui s'appelle la Manufacture des Tabacs. C'était aussi une friche industrielle qui porte aujourd'hui au milieu une coopérative d'agriculteurs. Donc, et la ville est membre de la SIC, de la coopérative qui fait tourner le lieu. Chez Kaléidoscope, c'est pareil. Donc, on essaye de montrer la ville porte un engagement fort pour l'Europe et pour l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Il faut peut-être juste préciser que les coopératives, les SCOP, les SIC, qu'elles soient françaises ou européennes, en fait, ont pour principe démocratique une personne, une voix, que soit le nombre de parts sociales, donc l'équivalent peut-être des actions dans le secteur privé classique, et que ce mode de gouvernance a une véritable fonction de changement et de réappropriation. En fait, je te laisse. Et c'est pour ça que je disais avant que l'ESS, c'est aussi l'économie de la démocratie, parce que l'ESS porte en son sein cette valeur forte de gouvernance démocratique. Tout le monde peut s'exprimer. C'est pas le capital qui prime, mais c'est l'humain. Et donc, c'est l'économie de la réparation, mais c'est aussi l'économie de la démocratie. Merci beaucoup. Je pense que si vous en êtes d'accord, on va passer le micro dans la salle. Il y a déjà deux mains qui se lèvent. Je crois que c'était monsieur d'abord. Enfin, peu importe, peut-être. Vous avez le temps de vous exprimer tous les deux. Je vous en prie. Merci pour vos interventions. On ne peut pas s'empêcher, en particulier avec les présentations de Michel Catina et Mathilde Dupré, de faire le lien entre, d'une part, donc, la régression de l'ESS en parallèle avec le pacte vert, et d'autre part, ce fameux rapport Draghi qui part d'un constat, l'accroissement progressif de l'écart de compétitivité de l'Europe avec les États-Unis. On ne peut pas s'empêcher de faire ce lien. Et donc, la question est, est-ce que finalement, il n'y a pas un gros travail de pédagogie à faire pour montrer que la compétitivité et l'économie sociale et solidaire ne sont pas antinomiques. Au niveau européen, on a le fameux nouveau commissaire Stéphane Séjourné qui pense pouvoir sauver le pacte vert à travers un nouveau pacte d'industrie propre, mais qui est fondé sur un triptyque, en gros, compétitivité, autonomie stratégique et climat. Et au niveau français, la même chose, besoin de pédagogie, à mon avis. Vous n'avez pas évoqué le mot territoire tellement, mais j'étais ce matin à au congrès des régions à Versailles, où notre Premier ministre est allé faire un tour. J'ai entendu les présidents de régions se succéder en matière de compétitivité dans les territoires. Et je peux vous dire que le mot d'économie sociale et solidaire n'a pas été prononcé. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là un gros travail de pédagogie à faire, niveau européen, niveau français, pour montrer qu'il n'y a pas antinomie entre cette recherche de compétitivité qui est vraiment très à la mode aujourd'hui, en particulier dans ce dispositif géopolitique de recherche d'hégémonie entre Chine et États-Unis, puisque c'est le contexte de nos travaux. Vraiment, ce travail de pédagogie, je me demande s'il a été fait, s'il y a toutes les études qui montrent qu'il n'y a pas antinomie, où on en est de ce point de vue-là. Merci. Peut-être que je vous laisse quand même répondre à cette question qui est... et puis, je ne vous oublie pas. Qui veut répondre? Tu veux commencer? J'y vais. Oui, très bonne question. Ce qui se passe, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a cru que c'était fait. On a cru que la visibilité de l'économie sociale et solidaire était là. On a cru que les hommes politiques au plus haut niveau avaient compris que l'économie sociale et solidaire, c'est pas qu'une économie de réparation, c'est une économie qui peut apporter énormément de solutions à énormément de problèmes. Et c'est des problèmes qui sont en général causés par l'économie traditionnelle. Et sans ouvrir
une grande parenthèse, on voit bien qu'il y a des crises financières, il y a toute la mondialisation qui s'emballe, qui crée du chômage. On voit bien ce à quoi nous mène l'économie traditionnelle. Donc, on a cru que l'économie sociale, les hommes politiques au niveau national ou international avaient compris. Alors, ça a été une douche froide, parce que, en fait, dans l'espace de quelques années, sous le coup de Trump a joué un rôle absolument déplorable de ce point de vue-là, la situation s'est complètement inversée. Alors, ce qui me maintient optimiste, c'est qu'en fait, c'est au niveau national et international que les choses ne vont plus. Mais au niveau territorial, ça continue à fonctionner. On l'a vu au G7, en fait, il y a énormément d'initiatives de villes. Strasbourg en est un exemple absolument fantastique. Au niveau local, il y a des besoins. Vous êtes maire d'une commune, il n'y a plus de magasin, et ben vous faites une épicerie solidaire et vous résolvez le problème. Donc, c'est ça un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pédagogie à faire au niveau de ceux qui décident au niveau local. Au niveau national et international, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, vous savez, il y a beaucoup d'acteurs qui essaient d'intervenir. L'économie sociale et solidaire est quand même mûre, très, très structurée, donc il y a quand même énormément de leviers d'action. Bon, après, il y a toujours un choix politique. Quand vous vous adressez à Trump, je veux dire, Trump, je ne sais même pas s'il peut comprendre ce que veut dire solidarité. Donc, c'est comme ça, il faut faire avec, mais ça ne va pas durer non plus, parce que moi, je reste persuadé qu'à terme, l'économie sociale et solidaire va trouver sa place, parce qu'on voit bien qu'elle répond à des problèmes qui sont des problèmes tout à fait réels. Merci. Mathilde Deux points sur ce que vous soulevez. La première chose, c'est que les travaux là dont je parlais, c'est quand même des travaux qui ont suscité beaucoup d'intérêt de la part des décideurs. L'étude du BASIC, elle a été en plus présentée énormément dans les territoires. Il y a eu déjà plus de 80 événements partout. Il y en aura encore 70 ou plus d'ici les municipales. Et elle rencontre vraiment beaucoup d'intérêt de la part de multiples acteurs, plus des citoyens, etc. Mais même les pouvoirs publics, quand elle a été présentée au service de la planification écologique ou dans les différents ministères, les gens disaient mais on n'a pas ces chiffres-là, on n'avait jamais eu cette vision-là des choses, c'est intéressant que vous calculiez les choses comme ça, etc. Donc c'est vraiment, et à contrario, quand Bercy a été sommé de s'expliquer sur toutes les aides et l'absence de suivi pour les entreprises, et le fait que, en plus, c'est le crédit d'impôt recherche, les demandes ont énormément explosé depuis quelques années. Le CICE, il y a aussi eu une étude très très sévère qui a été faite par France Stratégie, qui a dit que finalement, rapporté au nombre d'emplois que ça avait créé, c'était absolument astronomique et que ça n'avait pas non plus beaucoup soutenu l'investissement. Donc, c'est des choses qu'il faut. Enfin, il y a des éléments qui existent, mais il faut que ça devienne des éléments beaucoup plus débattus dans le débat public à l'échelon national et européen. Et après, l'autre chose qui, moi, m'a surprise dans la façon d'envisager le changement de contexte avec les pays tiers et cette brutalisation des relations internationales, c'est que finalement, on a mis dans le paquet de la dérégulation, y compris les choses qu'on avait conçues pour se protéger du reste du monde, soi-disant parce que ça crée des lourdeurs administratives. Et là, j'avoue que moi, je comprends pas. Il y a une note qui a été faite pour le commissaire à la stratégie et au plan qui a été rédigé par la présidente de WWF, qui parlait du Green Shield, en disant c'est quand même cette idée-là que voilà, on renforce nos standards et qu'il faut qu'on trouve le moyen de se protéger du dumping social, environnemental, fiscal, bouclier, etc. En fait, bouclier. Comme un bouclier autour de ces mesures. Et c'est quand même comme ça qu'avaient été conçues un certain nombre de mesures que je citais rapidement tout à l'heure. Et même ça, on s'est dit, oh non, c'est trop... Et c'est aussi la faute d'acteurs économiques dominants qui ont vu dans ces discussions l'occasion de faire péter toutes les règles dont ils ne voulaient pas. Lobbying. Et donc, il y a un intense lobbying. Et après, l'autre chose aussi, c'est que vraiment, cette nouvelle majorité à l'échelon européen,
elle est quand même aussi, pour la partie de l'extrême droite, très perméable à l'agenda politique américain, très perméable à l'agenda politique de d'autres puissances extérieures. Et donc, de ce point de vue-là, les intérêts stratégiques des Européens et des citoyens en particulier ne sont pas nécessairement au cœur des préoccupations quand ce genre de décisions sont prises. Merci. Monsieur, c'est à vous. Merci beaucoup pour cette soirée et merci en fait à Madame. Alors je ne connais que le prénom, Carmen, d'avoir parlé en fait du mouvement coopératif, puisque moi je suis plutôt issu de ce mouvement-là. Juste un témoignage et ensuite une question. Donc moi je me suis occupé en fait avec une gouvernance partagée d'une CAE, d'une coopérative d'activité d'emploi, qui a été créée en 2019 et on est en train de la liquider. Oui, donc ça représente 10 personnes, un peu moins de 10 personnes. C'est, comme vous l'avez dit, madame, des structures, le monde des CAE et des coopératives apporte énormément en fait, de solutions. Vous avez totalement raison. On s'est énormément battu sur des recherches de financement. Et vraiment, ce que j'ai pu constater quand je rencontrais les collectivités, quand je rencontrais la Driette, enfin, l'émanation locale de l'État, les différents départements, les villes, c'est que parfois, on avait quand même des personnes en face de nous qui voulaient vraiment bien faire, vraiment, mais je dirais, l'enveloppe était limitée, pour faire simple. Je pense qu'elles étaient vraiment dans ce cas de figure-là. Strasbourg fait beaucoup de choses, donc franchement, merci beaucoup. On avait donc 2 antennes, une à Bordeaux, Gironde, et une à Paris, enfin, dans le 20e arrondissement. Et on se dit en fait qu'on est juste énormément en fait, de structures à rechercher en fait, des financements. Pourquoi je dis ça? C'est que sur la question de monsieur, en fait, tout à l'heure, sur la question de la lisibilité et de nouer en fait, le dialogue sur des échelles en fait, différentes, européennes et locales, on a en France des organismes intermédiaires comme la VISE, qui aident en fait à la fois faire connaître en fait les lignes de financement aux structures locales, mais en même temps à remonter en fait de l'information sur un échelon. On avait FAIR aussi, qui est un organisme qui finance en fait des structures. Voilà. Ma question en fait est finalement d'un point de vue de l'Europe. Est-ce qu'on ne regarde pas toutes ces structures, je parle des SIAE, des structures de l'insertion par l'activité économique, qui ont aussi un modèle de financement spécifique, hein, qui sont financés par, en tout cas, qui est spécifique. Est-ce qu'on ne nous regarde pas comme des extraterrestres? Et finalement, comment ça se passe dans d'autres pays, notamment si vous avez peut-être l'exemple de l'Italie, avec voilà, une politique d'extrême droite. Est-ce que l'ESS a pris un coup dans l'aile ou pas? Est-ce que vous avez peut-être des éléments? Mais voilà, ma question, c'est est-ce qu'on ne nous regarde pas? Parce qu'on est tellement différents, on a tellement, je parlais des CAE, avec une gouvernance très différente. Est-ce qu'on ne nous regarde pas comme des extraterrestres? Qui souhaite répondre? Carmen Polonais? Oui. Alors, comme mon nom de famille l'indique peut-être, je suis italienne. Très bien. Mais peu familière en fait avec le monde de l'ESS en Italie, sauf peut-être le mouvement coopératif, mais qui, à mon sens et de mes maigres connaissances, est quand même très politisé dans le sens porte justement des idées de progrès social, de démocratie toujours, etc. Et donc est assez déconnecté du monde, enfin du monde d'extrême droite dans lequel il. Donc il y a beaucoup de coopératives qui se créent en Italie. Le modèle social où la famille est encore le noyau central de l'activité économique aussi reste fort. J'aurais pas de chiffres à vous donner, sauf que voilà, l'impression c'est que le mouvement coopératif est encore très fort, mais malgré l'image que donne l'Italie, en fait, la condition économique de l'Italie, en fait, elle n'est pas si rose que ça. Beaucoup d'immigration, beaucoup de chômage. Donc, c'est peut-être à creuser, mais voilà les éléments que je pourrais vous apporter. Michel Cassien. Je confirme ce que tu dis, hein. C'est-à-dire que l'Italie est un pays où l'économie sociale et solidaire est très présent. Et ça se fait totalement indépendant du niveau politique
nationale. Alors, pour répondre à votre question, le CAE est effectivement une structure qui est uniquement française. Mais ça ne veut pas dire qu'à Bruxelles, on ne comprend pas ce qui se passe en France. La façon dont sont prévus les programmes, c'est que ce sont des programmes qui sont partagés. C'est-à-dire qu'il y a des fonds qui sont mis à disposition. Vous citiez la VISE. La VISE va gérer, par exemple, le FSE+, et c'est la VISE qui, elle, connaît bien le milieu français, qui va ensuite permettre un certain nombre de financements de structures. Donc, je vous accorde qu'au niveau européen où j'ai été, on ne voit pas ce qui se passe au niveau le plus détaillé, ce qui est normal. Mais par contre, on met en place des mécanismes qui permettent, à travers des intermédiaires, de faire en sorte que ces intermédiaires puissent effectivement attribuer des fonds, par exemple au CAE, qui n'existe qu'en France. Voilà. Donc c'est quand même pas si mal fait que ça. Est-ce que vous voulez apporter des éléments? On peut prendre une autre question. Il y en a deux. Donc, monsieur et monsieur. Bonsoir, merci pour vos différents exposés. Je voulais savoir, parce que c'est une question que je me pose, mais pas que sur l'économie sociale et solidaire, les différents organismes, instituts, think tanks, etc., ils sont financés comment, d'une manière générale? Puisqu'il y a aussi l'efficacité, puisque vous dites que quelque part vous êtes passé efficace, puisque c'est passé attendu vis-à-vis du monde politique. Quels sont les moyens de tous ces différents organismes, et pas que sur l'économie sociale et solidaire? Le deuxième point, sur la partie CICE qui a été envisagée tout à l'heure, je crois que c'est le président Hollande qui l'avait fait, on peut remarquer que quand même il y a eu des suites, et avec les différentes aides que vous évoquez au niveau des entreprises, il y a eu un point positif, c'est qu'à l'époque on parlait que de la courbe du chômage, on n'entend pratiquement plus parler aujourd'hui. Je suis étonné parce que je le trouve encore assez haut, mais parce que le chômage a baissé. Et la première solidarité, c'est quand même donner un emploi à tout le monde dans tous les pays, qui éviterait d'avoir trop besoin d'économie sociale et solidaire. Alors, qui veut répondre? Mathilde? Sur les financements, déjà, Pardon? Oui, je peux vous laisser la parole, évidemment. Mais nous, on est une association loi 1901 et on est, comme toutes les associations, financées du coup par des tiers. Donc, dans le cas de l'Institut Veblen, c'est essentiellement des fondations. Donc, la fondation Charles-Léopold Meyer, qui en plus nous accueille dans ses locaux à Paris, et qui est une fondation qui finance beaucoup d'acteurs, notamment sur la transition agroécologique et dans le domaine des systèmes alimentaires, etc., mais pas seulement, sur la science, sur plein d'autres sujets. Et la Fondation européenne pour le climat, dont on reçoit aussi de l'argent, avec de l'argent qui arrive aussi de la philanthropie américaine, où là, il y a aussi beaucoup de menaces en ce moment, avec des sources qui se tarissent beaucoup. Après, c'est différent du modèle des think tanks qui sont plus des laboratoires d'idées pour les partis politiques, qui, eux, peuvent émarger sur des fonds de Matignon, en fait, et où il y a quand même, pour l'Institut Montaigne et tous ces grands think tanks, de l'argent public qui est assez fortement présent. Mais voilà, nous, on est une toute petite association, on est 4 salariés, on n'a pas un budget très très important pour fonctionner, mais c'est vrai par contre on assiste, et c'est pour ça qu'on était à la mobilisation aussi du 11 octobre, etc. On assiste au mouvement général qui est en train de se passer, où à la fois dans le modèle associatif, les financements publics sont en train de se réduire, les financements des dons particuliers sont aussi souvent mis en danger avec des propositions année après année pour essayer de proposer de mettre fin à la défiscalisation des dons pour tous ceux qui voudraient fragiliser ce secteur, et ou alors la difficulté d'avoir l'agrément et le rescrit fiscal pour pouvoir défiscaliser les dons qui sont faits, et puis le secteur des fondations qui est assez
petit en France pour la philanthropie, et où là aussi, ils sont assiégés de plus en plus de demandes et nous le disent tous que comme le secteur est en grande difficulté, tout le monde cherche un peu tous azimuts, et il y a des grands plans sociaux qui se préparent de ce point de vue-là. Après, sur la deuxième partie de la question sur les CICE, la question c'était est-ce que c'était la meilleure façon de financer de façon aussi indiscriminée et le meilleur investissement des deniers publics de procéder de cette façon-là. Visiblement, France Stratégie, dans ses travaux, disait que c'était quand même un coût public très cher pour le résultat obtenu. Après, ça peut continuer à être débattu. Et par contre, je ne dirais pas que là où l'économie va bien, on n'a pas besoin d'économie sociale et solidaire. Je pense que ce sont deux questions assez différentes parce que justement, l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas seulement pour pallier au manque et aux difficultés de notre organisation collective, c'est aussi pour porter une façon différente de faire de l'économie et d'organiser les activités économiques. Ça a été assez bien rappelé sur les différentes dimensions. Et donc, on peut avoir une aspiration à ce qu'elle occupe plus de place, même si l'économie se porte bien dans un pays. Merci. Florian, Je peux répondre sur le budget aussi du labo, mais ma réponse ne va pas être très différente de celle de Mathilde. Nous aussi, on est une petite association de 7 personnes. On a un budget qui est entre 500 000 et 600 000 euros selon les années, assez également réparti entre un tiers de financement public, État, Caisse des dépôts, des collectivités aussi, puisqu'on a des financements qui sont parfois liés à des projets. Quand on va faire des projets sur les territoires, on va aussi chercher de l'argent sur ces territoires-là. Un tiers de financement privé, beaucoup issus de la philanthropie, beaucoup qui viennent du monde philanthropique de l'économie sociale et solidaire ou investis vers l'économie sociale et solidaire. Et puis à peu près un tiers qui viennent de ressources propres, c'est-à-dire d'adhésion de nos membres, puisqu'en fait, on ne représente pas l'économie sociale et solidaire. Il y a il y a ESS France qui représente politiquement, on va dire, le monde de l'ESS et différentes familles. On a parlé du mouvement associatif, il y a aussi des structures pour représenter le monde coopératif et d'autres. Mais du coup, ils investissent d'une certaine façon, en adhérant au labo, ils investissent dans un outil intellectuel au service du secteur, et puis quelques prestations sur des interventions ou sur des formations aussi. Voilà, mais c'est assez hybride d'une certaine façon. merci. Oui, bien sûr. Oui, nous, contrairement aux réseaux européens qui ont la possibilité d'avoir accès à des financements structurels, nous, on ne vit que sur des projets, sur base de projets européens ou en général Erasmus+, ou de subventions au niveau de la Belgique, la région wallonne ou la région de Bruxelles, mais ce sont toujours des petits financements pour 2 ans, 3 ans, et voilà, aucun financement structurel, pas d'autres financements réguliers, pas de fondation. Donc c'est vraiment tous les ans soumettre des projets, et ça devient de plus en plus difficile aussi à pouvoir gagner un projet européen, parce qu'il y a de plus en plus de compétition aussi, concurrence. Oui. Merci. Donc, c'est à vous. Devant, il y a une question. 5 minutes encore? Oui. Donc, je peux prendre la question. Juste ici, devant. Merci. Je ne vois pas, en fait. Je suis désolée. Je suis aveuglée par le... Non, il y avait d'abord... oui, peu importe. Du moment qu'on répond aux 2 questions. Et vous pouvez c'est OK? Que des messieurs, mais c'est bien, mais voilà. Alors moi, j'avais 2 questions, du coup, je vais en poser qu'une. C'est plus une question idéologique. Est-ce que dans un monde parfait, idéal, tout ce qu'on veut, beaucoup moins de problèmes, est-ce que l'économie sociale et solidaire n'aurait pas vocation à être le service public dans un État-providence, en fait? Et aussi, du coup, en extension à ça, est-ce qu'il est compatible avec un monde libéral, capitaliste, etc. Enfin, apparemment, comment vous pouvez mettre ensemble ça? Est-ce que l'ESS existe parce qu'il y a des trous dans des
déficiences dans l'État-providence et dans le service public. Et donc, enfin, voilà. Merci. Vaste question, mais intéressant. Mais en fait, l'ESS existe parce que les autorités publiques ne répondent pas à un certain nombre de besoins. Pour X raisons, mais c'est l'observation, et le marché non plus ne répond pas à ces besoins-là. Donc en fait, l'économie sociale et solidaire se développe sur des besoins qui sont non satisfaits ni par les administrations publiques, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, ni par le marché. Le marché il se développe quand il y a une profitabilité qui apparaît. Alors d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quand on regarde le monde associatif, il y a une foultitude d'exemples où il y a des associations qui vont satisfaire un besoin, donc elles vont innover socialement de façon à trouver des solutions pour pouvoir satisfaire ces besoins qui ne sont pas satisfaits à nouveau ni par le marché ni par l'administration publique. Et puis, après un certain nombre d'années, le marché, les entreprises concurrentielles se rendent compte qu'il y a des excédents qui sont générés et en général rentrent sur ces marchés-là. Donc ça, c'est aussi un vrai problème pour l'économie sociale et solidaire. Mais enfin, ça, c'est une autre parenthèse. On peut aussi voir la période du Covid. Pendant le Covid, c'est qui a apporté les solutions? Ce sont les associations, c'est l'économie sociale et c'est pas l'économie de marché. Donc, Non, moi, j'ai déjà un peu répondu. Je ne dirais pas que c'est seulement des besoins pas couverts. Je dirais que c'est aussi une volonté de répondre différemment à des besoins et que, voilà, souvent, il y a des choses qui peuvent exister avec une offre classique, conventionnelle, et puis qui sont proposées différemment par la nature des organisations, par la possibilité d'y contribuer et d'avoir son mot à dire dans l'organisation même de l'activité, et par l'élan qu'on a envie de lui donner et le format qu'on a envie de lui donner, qui n'est pas pareil que si c'est proposé, mais à tous les niveaux. Je veux dire, enfin, moi, je suis dans un club d'escalade. Il y a des salles d'escalade à Paris complètement capitalistes, où il y a souvent des mouvements de grève d'ailleurs, parce que les salariés ne sont pas très contents de la façon dont ils sont traités, alors qu'elles coûtent très cher. Et je suis dans un club d'escalade complètement associatif qui remplit plein d'autres fonctions que simplement ouvrir une salle et la donner parce qu'il y a de l'intergénérationnel, parce qu'il y a de la formation, de l'entraide et plein d'autres choses relationnelles qui s'y passent. Donc, enfin, voilà, ça n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, mais pour moi, ça n'est pas que pallier à des manques de la société, c'est aussi une façon d'avoir envie de se mettre ensemble pour faire les choses différemment. Et ça pourrait avoir une place beaucoup plus importante dans l'économie. Et effectivement, ça poserait les choses, enfin, ça restreindrait peut-être la place donnée au marché dans la satisfaction des besoins collectifs qu'on peut avoir. Merci. Donc, ce sera la dernière question. À vous. Oui. Bonsoir, donc merci voilà, pour la conférence. Alors, je vais juste faire une remarque après une question. C'est vrai, comme l'a exposé Monsieur Katina, au niveau européen, on a plus ces personnes qui étaient représentées au niveau de l'ESS. Et puis, il faut aussi le dire, au niveau national, on avait un ministre de l'ESS qui n'est plus depuis quelques semaines avec le nouveau gouvernement Le Cornu. Avant qu'un autre peut-être surgisse, ce qui est assez fou quand on sait que l'économie sociale et solidaire représente environ 12 à 14% du PIB en France et à peu près l'équivalent en Europe. Et donc pour revenir à ma question, avec un titre qui se nomme « Construire l'Europe de demain », on pourrait aussi parler de cette souveraineté économique pour faire face au monde américain et puis chinois et russe. Et en fait, les entreprises partent de plus en plus, sont vendues ou sont découpées par des grands groupes nationaux en dehors de la France et de l'Europe. Et par rapport aussi à ce phénomène de silver tsunami, c'est-à-dire la démographie est de moins en moins favorable pour l'Union européenne, est-ce qu'au niveau de l'ESS, il pourrait y avoir des solutions concernant donc ces transmissions d'entreprises aux salariés? Par exemple, en France, on a les SCOP, les SIC, la SAPO, un peu moins connue, ou encore des modèles d'actionnariat salarié qui pourraient rentrer dans l'ESS. Mais au niveau européen, en tout cas, on voit très peu d'initiatives qui sont données
pour ces transmissions. Alors, est-ce que vous avez des réflexions à titre individuel, puis des réflexions plus globales au niveau de l'Union européenne? Merci. Je suis désolée si j'ai pris la question en dernier. On ne va pas avoir énormément de temps pour y répondre, puisque je pense que, on peut donner 1 minute à chacun pour répondre et conclure. C'est ça à peu près? Voilà. Donc, oui, Carmen. Très rapidement, alors sur des modèles européens, je sais qu'à Strasbourg, on travaille avec les instances pour créer un modèle d'association européenne. Ça n'avance pas très vite, mais c'est une idée. Alors, je ne m'y connais pas tant que ça en scope, mais parce qu'il y a des modèles européens, je ne sais pas. En tout cas, l'idée d'une association européenne où des membres de différents pays puissent s'associer fait son chemin. Il existe le statut de société coopérative européenne. Ça existe. Oui, ça existe effectivement. Au niveau européen, il y a beaucoup de... Alors, l'Europe n'a pas de programme très particulier pour ça, mais dans tous les pays européens qui ont une tradition d'économie sociale et solidaire, il y a des rachats d'entreprises par les ouvriers. Ça existe partout, hein, il n'y a pas qu'en France. Aussi, par rapport à votre remarque, on a maintenant un ministre de l'ESS, qui est M. Papin, qui a eu effectivement à sa demande dans son portefeuille de SS qui est mentionné. Bon, c'est un homme du Sérail en plus, qui était au GCF à Bordeaux, qui a fait une intervention qui était quand même, je trouvais, assez mobilisatrice. Donc, bon, évidemment, il a le commerce, il a l'artisanat, il a les PME, il a le pouvoir d'achat, donc il a beaucoup de choses à faire, mais il a quand même le SS. Merci. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'idées déjà dans votre intervention. Je pense qu'effectivement, il y a quelques cas qui existent de reprises réussies, etc., qu'il faudrait beaucoup plus les mettre en lumière, et puis qu'il y ait une volonté politique de voir comment rendre ce genre d'histoire plus souvent possible, en étant plus accompagné, avec des vrais partages d'expériences, etc., sur ce genre de choses, parce que ça reste aujourd'hui quelques belles histoires qu'on raconte, mais qui n'est pas du tout un réflexe de politique publique de dire que ça peut être une des solutions à la reprise d'activité de façon très, très affirmée. Salima, tu as le mot de la fin. Oui, mais je ne connais pas les scopes et au niveau européen non plus, en tout cas en Belgique non plus. Il doit y en avoir, mais je n'ai pas, pas d'idée. Un très grand merci à vous 4 et merci beaucoup à vous aussi d'être venus ce soir.